Invité du Grand Direct ce soir sur i24 News, le sénateur français Roger Karoutchi. Bonsoir Roger Karoutchi, bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes en Israël pour une visite de quelques jours. Vous êtes venu voir la communauté. 2 jours. 2 jours, la communauté franco-israélienne, c'est comme ça qu'on dit maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus. Oui, franco-israélienne et francophone. En fait, je suis venu voir à la fois les responsables de l'UMP, c'est-à-dire le parti politique auquel j'appartiens en France, les responsables de la communauté francophone, dont je sais qu'elle est relativement inquiète de ce qui se passe en France, et puis j'irai naturellement à la Knesset, puisque au nom du groupe d'amitié France-Israël, j'ai un message du président du Sénat, du président de l'UMP et des échanges à avoir avec les responsables de la Knesset. Alors justement, d'abord les relations entre la France et Israël. On a vu lors de la visite du président Hollande qu'elles étaient en tout cas très bonnes, qu'elles étaient très réchauffées. Est-ce que vous diriez qu'avec Sarkozy, dont vous êtes proche et dont vous étiez ministre, c'était pas aussi chaleureux ? C'est pas le sujet comme ça, si je puis dire. Du temps où Nicolas Sarkozy était président de la République, je crois que bien des décisions qui ont été prises par le gouvernement français allaient dans le bon sens pour améliorer les relations avec Israël. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on se rend bien compte de plus en plus que dans un monde compliqué, avec ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en Irak, la France a un lien normal, ancien, permanent avec Israël, et que nous avons, nous, démocratie française, quel que soit le gouvernement, évidemment un intérêt majeur, affectif en plus, à avoir des liens les plus resserrés possibles avec Israël. Ce qui ne veut pas dire que nous, quand je dis nous, sénateurs ou députés de droite, nous soyons toujours d'accord avec le gouvernement français dans sa politique proche-orientale. Ouais. Alors justement, quand vous entendez dire qu'il y a de plus en plus de Français juifs qui quittent la France pour venir s'installer en Israël, il y a eu une immigration record l'an dernier pour 2013. Est-ce que vous l'attribuez à quoi? C'est la conjoncture économique, c'est l'antisémitisme dont on parle? Il y a 2 éléments. Ouais. Parce que c'est vrai que ça se produit vers Israël, mais ça reste quand même relativement modéré. Mais il y a beaucoup de départs de la France. Beaucoup de jeunes qui, à la fin de leurs études de grandes écoles ou d'universités, se disent « on n'a pas d'avenir en France, donc on s'en va ». Beaucoup de cadres qui se disent « on est écrasé par les impôts, par les taxes, par la réglementation, on s'en va ». Beaucoup d'investisseurs qui se disent « moi, je peux faire vivre mon entreprise de n'importe où quand je suis dans l'Internet, dans les nouvelles technologies, je n'ai pas besoin d'être en France, je m'en vais ». Et je suis d'accord, il y a un certain nombre de gens qui peut-être accumulent tout ça et rajoutent « et puis je n'aime pas le climat qui se développe, un certain climat qui, sous couvert d'antisionisme, peut un peu frôler l'antisémitisme ». Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de raisons, mais sur l'année 2013, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français, enfin jeunes ou moins jeunes, qui ont quitté la France pour s'installer à l'étranger, dont effectivement 3 ou 4 000 pour venir s'installer en Israël. Mais quand on parle de cet antisémitisme, est-ce que pour vous, on l'exagère? Parce qu'il y a eu cette manifestation qui a choqué évidemment à Paris, mais ça ne représente pas quand même toute la France d'aujourd'hui. Non, la vérité, c'est que, à mon sens, et moi je viens d'une... Enfin, je suis sénateur naturellement, en France, et j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy, je le redeviendrai bien un jour, mais de Sarkozy ou d'un autre, on verra, mais non, mais pourquoi pas. Mais c'est pas le sujet. Moi, je suis extrêmement conscient des réalités. Je pense qu'il n'y a pas plus d'antisémites en France aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5 ou 10 ans. Mais en revanche, ce qui a changé, c'est l'expression publique. Ce qui a changé, c'est l'absence de crainte de l'État. L'absence de crainte de la répression, l'absence de crainte du jugement. Parce que les gens, les petits groupes ultra-droite ou ultra-gauche qui se rejoignent là, parce que sous couvert d'antisionisme, on fait un melting pot et on se retrouve souvent dans l'antisémitisme. Ces petits groupes ne sont pas plus nombreux qu'il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, ils se taisaient. Il y a 10 ans, ils n'osaient pas dans la rue, en tout cas, dire les Juifs, vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'était incroyable, insupportable, intolérable. Il y a 10 ans, ils n'auraient jamais osé le faire dans la rue, parce qu'ils auraient été immédiatement arrêtés, interpellés et jugés. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, on n'est sûrement pas les seuls en Europe, mais il y a un affaiblissement du rôle de l'État, du pouvoir de l'État, il y a un affaiblissement de la crainte. Beaucoup de gens se disent, on risque plus grand-chose, des peines à peine de principe, donc on y va. La libération de l'excès fait qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus qu'eux.
Alors que dans les manifs à Paris, vous avez 50 000 personnes qui manifent et vous en avez 500 qui crient des slogans antisémites. Mais ces 500-là, on ne voit qu'eux. Ouais. Alors, et quand le gouvernement là-dessus, vous trouvez que la ligne a été claire ou pas? Parce que Manuel Valls, bon, pour l'affaire Dieudonné, monté en première ligne, ça lui a été reproché. Alors, franchement, j'ai beau être un opposant du gouvernement, je ne suis pas ni ridicule, ni débile, ni fermé. Je n'accuserai jamais le gouvernement actuel en quoi que ce soit de laisser faire. C'est pas vrai. Je pense que le ministre de l'Intérieur, de ce côté-là, a une vraie ligne politique. En revanche, moi, ce que j'ai regretté, par exemple, c'est qu'en dehors de Dieudonné, il y a eu, il y a un mois, cette fameuse manifestation, ou dans les rues de Paris quand même, indépendamment des incidents qui ont eu lieu à la fin, dans les rues de Paris, il y a des gens qui criaient des slogans antisémites contre les Juifs. Ces gens-là n'ont pas été interpellés immédiatement par la police. Il y a quelques années, vous auriez eu une manifestation de ce genre, avec ce genre de cris, ces panneaux-là. Pendant la manifestation, on aurait interpellé les manifestants. Là, on les a laissés aller au bout pour soi-disant pas créer d'incident. À un moment, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de ligne politique. Je crois qu'elle est à gauche et à droite très très nette de ce côté-là. Mais il faut appliquer la loi et ne pas craindre les incidents. Des gens ne peuvent pas hurler ce genre de slogan dans les rues de Paris ou d'ailleurs. En France, il y a des lois, il faut les appliquer. Est-ce que vous trouvez, Roger Karoutchi, qu'il y a un décalage entre la position de la France à l'étranger, où on voit beaucoup finalement de présence, que ce soit en Afrique, sur la crise africaine, là on l'a vu aussi sur l'Ukraine, on va en dire un mot, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un décalage entre la situation intérieure du pays et puis le fait que François Hollande finalement affiche beaucoup la présence de la France à l'étranger? Alors ça c'est quelque chose dont les Français ne se rendent pas bien compte. Vous savez, on dit toujours, et c'est assez vrai, que les Français s'intéressent peu à la politique extérieure. Alors ce qui est vrai, c'est que nous avons, et depuis 50 ans, bâti une armée, bâti une force d'intervention qui n'est pas, loin s'en faut, négligeable. Et qui même, dans le cadre européen, finalement, il n'y a que les Anglais qui peuvent faire l'équivalent avec nous des forces d'intervention extérieures. Et c'est vrai qu'il y a des interventions au Mali, en Centrafrique, qui donnent le sentiment d'une présence française, notamment pour lutter contre les djihadistes, pour lutter... Et ça, on est... D'accord, d'ailleurs, la droite soutient ces interventions au Parlement. On ne fait pas de... Là-dessus, on laisse faire. Non, il n'y a pas d'obstruction, parce qu'on est conscient, un, que c'est l'intérêt de la France, deux, que c'est l'intérêt général de faire ça. Et on sait bien que la bataille contre les djihadistes, elle doit se faire partout où ça se produit. Et puis c'est vrai qu'en revanche, il y a en intra-français une situation totalement différente. C'est-à-dire que le président de la République est à 19 ou 20% de satisfaits parmi les Français, le gouvernement est très impopulaire, toute la gauche est très impopulaire. Je pense qu'aux élections municipales qui arrivent dans 3 semaines, 1 mois en France, la gauche va prendre une raclée électorale, il faut quand même dire les choses. À la fois, le chef de l'État, qui est chef des armées, fait les interventions à l'extérieur, et de ce côté-là, les gens, Barack Obama, les Israéliens, les uns et les autres, disent oui, c'est bien. Et en interne, la politique économique conduite, la politique sociale conduite est tellement désastreuse pour le pays que l'impopularité est maximum. On verra bien comment tout ça se termine. Sur l'Ukraine, là, vous trouvez que justement les Européens ont réussi à parler pour une fois avec fermeté et puis à faire finalement avancer les choses? Oui, alors attendons, la situation est loin d'être clarifiée. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je le dis comme ça, alors on va voir les jours qui viennent, mais en général, je me trompe peu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'opposition à Yanukovych, l'opposition dite républicaine, avait conclu un accord. Elle a l'air d'être assez discréditée. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement des groupes ultranationalistes ukrainiens qui, effectivement, ont fait le coup de feu et le coup de poing dans la rue, qui, sur le coup, fassent disparaître les partis classiques de l'opposition libérale au profit d'une vision trop nationaliste. Alors, attendons, on a vu le retour de Timoshenko, on a vu le retour de gens qui sont plutôt pour un État démocratique. Espérons que la conclusion de l'affaire sera aussi démocratique que ce que veulent bien le dire les inspirateurs. Est-ce que vous pensez, vous, comme d'autres l'ont dit, Hervé Morin notamment sur cette antenne il y a quelques jours, que l'Ukraine finalement n'a pas sa place dans l'Union européenne, qu'il faut respecter quand même une sorte de géopolitique? Moi je suis gaulliste, c'était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, donc moi je pense que l'Ukraine,
c'est vrai que l'Ukraine est coupée en deux, en vrai, entre la partie russophone et la partie plus pro-européenne. C'est vrai. Mais en même temps, sincèrement, on a fait rentrer dans l'Union européenne des pays dont on ne savait pas de manière évidente s'ils y avaient leur place. Et si l'Ukraine y entre, ça installe la démocratie, ça élargit l'Union européenne, même si je suis de ceux qui sont un peu eurosceptiques et qui disent à un moment, on va trop vite, on intègre trop. Attention à ne pas faire exploser l'Europe de l'intérieur en voulant voir trop grand. Alors je voudrais qu'on dise un mot aussi du mariage pour tous, dont vous étiez un partisan. Non, moi je me suis abstenu. Oui, mais enfin vous défendez quand même le droit pour les hommes. Ah oui, oui. Alors moi j'étais pour l'article 1, voilà. Mais comme je n'étais pas d'accord sur les articles portant sur l'adoption et la filiation, je me suis abstenu. Bon, alors aujourd'hui, un an après, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne loi et que son application finalement... Je l'ai dit à mes propres amis, parce que beaucoup se disent, est-ce que ça doit être réécrit en 2017, en cas d'alternance, si on revient? Si Sarkozy revient. Si Sarkozy revenait, ou un autre candidat de droite d'ailleurs. Moi je pense que de toute façon, il faudra réécrire les articles sur la filiation et l'adoption. Globalement, je suis de ceux qui disent, dans mon propre parti, laissons 2-3 ans. C'est un an... même pas tout à fait un an, c'est trop court pour voir les effets réels sur la société. Pour le moment, je n'ai pas le sentiment que finalement le faible nombre de mariages qui se soient produits ait beaucoup secoué les maires. Je connais beaucoup d'élus, beaucoup de parlementaires qui étaient très opposés au texte et qui aujourd'hui font les mariages. Et quand je leur dis alors, ça t'a secoué ? Ils me répondent non, voilà, maintenant c'est comme ça, on y va. Alors il faut qu'on voit sur 2-3 ans les effets, en revanche, sur l'adoption, la filiation, parce que là, les effets sont plus à retard. Et donc, je pense que, moi j'ai proposé à Jean-François Copé, au président de l'UMP, comme à Nicolas Sarkozy, qu'on fasse des réunions de travail fin 2015, qu'on voit les effets réels de tout ça et qu'on voit s'il faut réécrire ou pas. Alors ici, on est dans un pays, en Israël, justement, où il y a débat également pour cela, mais c'est un peu plus compliqué ici, parce que le mariage civil n'existe pas du tout. Ben voilà. Est-ce que vous trouvez que, justement, Israël, ce serait une révolution de voir arriver le mariage gay ici? Ah ben, si. Oui, mais comme vous n'avez pas le mariage civil, je ne sais pas trop bien... il faudrait introduire le mariage civil, ce qui est prévu, ce qui est un débat actuellement. C'est un autre débat, parce que nous, le problème, s'était posé dans un premier temps sur l'expression même de mariage. Moi, j'avais été de ceux qui disaient, mais pourquoi ne pas dire, pour tous, hétérosexuels comme homosexuels, union civile en mairie, et pour tous ceux qui le souhaitent, mariage religieux à l'église, au temple, à la synagogue, à la mosquée, ce que vous voulez. Le terme de mariage resterait religieux, ce qui est le cas d'ailleurs, qui était le cas autrefois, et l'union civile deviendrait l'acte banalisé, si je puis dire, pour tout le monde en mairie. Bon, ça n'est pas passé parce que c'est comme ça, les gens s'habituent au mot mariage, ne veulent pas. Alors que je pense que le côté sacramentel du mot mariage était plus sur la vision religieuse de la famille que sur la vision état civil. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'en Israël, vous pouvez à la fois créer le mariage civil et en même temps faire le mariage? Alors vous irez, alors là, beaucoup plus vite que nous. Là. Je voudrais qu'on dise un mot, parce que ça a été d'actualité cette semaine, un personnage auquel vous vous êtes attaché, puisque vous avez écrit une biographie sur lui, c'est l'ancien ministre Jean Zay. Il va donc rentrer au Panthéon. Pour vous, c'est une réparation aussi d'un oubli de l'histoire? C'est pas seulement une réparation, parce que beaucoup de Français connaissent Jean Zay, même sans savoir qui c'est. Il y a des collèges, des lycées, des rues, des places qui s'appellent Jean Zay. Ministre de l'Éducation du Front Populaire, il a inventé l'obligation scolaire, il a changé la vie de nos écoles, de nos programmes, alors qu'il n'était pas juif, puisque en réalité il était protestant, sa mère était protestante, mais sa famille paternelle était juive. Il a été traité de juif, arrêté, interné, assassiné par la milice en 1944. Et je pense que c'est une belle reconnaissance de la République que de dire à quelqu'un comme lui, mort très jeune, qui a été à la fois le défenseur de l'école, le défenseur des jeunes, un innovateur et vraiment un homme de grande culture, cette mort-là, ce parcours-là mérite le Panthéon pour que la République n'oublie pas. Je n'ai qu'un regret.
Bon, et comme ça, je n'ai qu'un regret, c'est que j'aurais voulu qu'on y associe un autre ministre de la Troisième République, Georges Mandel, qui lui aussi a été tué par les miliciens en 1944, qui lui aussi a été un très grand ministre, qui lui aussi a résisté, était parti en 1940 avec le Massilia, été arrêté, interné, assassiné, mais il n'a pas été retenu. J'ose espérer que ce n'est pas parce que c'était un ministre de droite. Bon, ce sera peut-être pour 2017. Si Sarkozy revient, il va revenir. Et comme Nicolas Sarkozy a fait, lui, une biographie de Georges Mandel, moi j'ai fait celle de Jean Zay, si on avait les deux au Panthéon, là, on ne pourrait que retravailler ensemble en 2017. Merci Roger Carucci, merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Je rappelle donc que vous êtes sénateur et vice-président de l'UMP et que vous êtes en visite en Israël. Merci à vous, bonne soirée.